Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va essayer de vous expliquer un petit peu le contexte d'un événement dont je sais que les médias français ont abordé. Il s'agit du meurtre par la main équipée d'un couteau d'un Afro-Américain qui a tué une jeune femme blonde d'origine ukrainienne, réfugiée. Alors pourquoi je vous parle de ça aux États-Unis? Simplement parce que ça s'est passé dans la ville où j'habite à côté. Enfin à côté, quand je dis à côté, vous savez, quand on dit j'habite à côté aux États-Unis, c'est pas à 500 mètres. Hein, c'est allez, minimum 10 km. Hein. Parce que tout est grand ici. Contexte. La ville de Charlotte est la deuxième ville de Caroline du Nord après sa capitale, qui se trouve être Raleigh, si vous préférez en français, et qui, par contre, est la première ville économique. Puisque aux États-Unis, dans tous les États, vous avez la capitale administrative, gouvernementale, mais souvent la ville la plus importante, et la ville économique, comme on dit, se trouve être une autre ville. C'est le cas par exemple en Californie. Beaucoup de gens pensent que c'est Los Angeles qui est la capitale de la Californie. Alors que non, en fait. C'est... J'ai oublié. J'étais sur le point de dire Sacramento, mais j'ai oublié. Vous voyez, comme quoi... En revanche, Charlotte a le statut de deuxième ville économique des États-Unis. Puisqu'en effet, Charlotte, depuis les années 80, a attiré un grand nombre de sociétés financières, de grandes banques de dépôt, banques d'investissement. Bon, maintenant qu'ils font les deux, hein, puisque, je rappelle, merci Monsieur Bill Clinton, de votre dérégulation de 1997 qui a permis à beaucoup d'entreprises qui avaient une activité spécifique, c'est-à-dire des banques de dépôt qui faisaient du dépôt, des banques d'investissement qui faisaient de l'investissement, les assurances qui faisaient de l'assurance. Sauf qu'avec cet accord signé par Clinton, eh ben, vous avez des banques de dépôt qui se sont mis à faire de l'investissement, des banques d'investissement qui se sont mis à faire de la banque de dépôt, et même des assurances qui se sont mis à faire de l'investissement. Raison pour laquelle, en 2008, quand il y a eu la crise financière, bah vous avez la plus grosse société d'assurance américaine qui s'appelle AIG, qu'on a été obligé de renflouer. Parce qu'on ne pouvait absolument pas laisser cette société faire faillite. Hein, vous savez l'expression too big to fail. Too big to fail, qui veut dire trop gros pour chuter. Parce que ce sont des compagnies qui ont des investissements, qui ont des billes, dans des secteurs où si demain ce secteur est obligé de s'arrêter parce que l'assurance a fait faillite, vous ruinez un pays. Et en l'occurrence AIG est l'assureur de quasiment un grand nombre d'aéroports internationaux comme aussi de grands ports maritimes. Vous imaginez si AIG avait fait faillite en 2008, tous les ports et aéroports auraient dû fermé en attendant d'avoir une compagnie qui est prête à reprendre les contrats d'assurance. Ce qui ne se serait pas fait en quelques heures, hein. Ça serait fait au moins en une semaine, voire 2 semaines. Parce qu'évidemment, il faut revoir toutes les clauses spécifiques au contrat qui avait été signé avec AIG, voir les assureurs, dire oui, écoutez, nous on est prêt à vous assurer, par contre, on augmente le prix parce que tel et tel truc que AIG vous couvrait, nous on ne peut pas vous couvrir. Donc on est obligé de vous augmenter. Et donc fatalement, si vous augmentez... Enfin voilà, c'est la théorie des dominos. Et donc, oui, Charlotte est donc la deuxième ville économique. Vous avez par exemple le siège de Bank of America, vous avez le siège de Wells Fargo, qui sont les deux plus grosses banques américaines de dépôt et d'investissement.
Et vous avez également des petites sociétés ou des compagnies d'investissement spécifiques aux activités boursières, d'investissement spécifiques dans les investissements immobiliers, spécifiques aux investissements BTP, etc. Donc il y a vraiment à Charlotte aujourd'hui un grand nombre d'entreprises, comme des assurances aussi, qui font que c'est pour cette raison que depuis quelques années, c'est une ville où il y a énormément de spéculation immobilière. C'est-à-dire que pour pouvoir planquer de l'argent, pour pouvoir placer et investir de l'argent, vu que les marchés depuis 2008, on ne peut pas dire que ça soit... c'est un petit peu la guerre. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme une pizza. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez... chacun avait sa part de pizza. Maintenant, il n'y a plus qu'une part de pizza. Sauf que vous avez les mêmes acteurs, mais les mêmes acteurs qui veulent une évolution du chiffre d'affaires. Une évolution de leur activité. Donc évidemment, ça ne colle pas. Donc évidemment, il faut trouver des endroits pour financer, investir, planquer l'argent. Donc c'est le marché monétaire, c'est le marché des matières premières, c'est le marché de la tech. Sauf que, oui, depuis quelques années, tout le monde s'est rué dessus, donc il ne reste plus grand-chose. Enfin, plus grand-chose. Qui a un rapport investissement et retour sur investissement suffisamment important. Ce qui a d'ailleurs motivé la mise en place du fameux High Trading Frequency, c'est-à-dire le trading par des algorithmes qui sont capables de mesurer et de calculer en un milliardième de seconde un investissement que s'il faut le racheter, s'il faut le revendre tout de suite, parce qu'il y a... voilà. C'est-à-dire que la capacité humaine n'est même plus capable de gérer ça. Donc tout ça, je vous explique, pour vous expliquer pourquoi la ville de Charlotte aujourd'hui n'est plus la même, ou tout du moins sa skyline, n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a plein de buildings qui ont poussé un peu partout. Bon, je vous rassure, les buildings sont soit des buildings de bureaux, maintenant c'est plutôt des buildings de résidence, mais résidence de luxe. Parce que oui, la Caroline du Nord est aussi un État qui reçoit de plus en plus de migrants. Quand je dis de migrants, ce n'est pas des migrants étrangers, c'est des migrants américains, c'est des Américains qui viennent d'autres États. Alors nous, on a en moyenne à peu près, on récolte chaque année presque 150 000 Américains supplémentaires qui viennent essentiellement des États de New York, Pennsylvanie, Ohio, Wisconsin, Illinois, Michigan aussi un peu. Donc il faut amortir toute cette population. Donc on construit des lotissements, on construit des zones résidentielles, on construit des zones de pavillons et on construit des immeubles de résidence de luxe dans Charlotte. Mais bon, les immeubles ne sont pas pleins. Quand vous avez entre 70 et 100 mètres carrés pour minimum 800 000 $, pour 800 000 $, vous avez une super baraque 200 à 300 mètres carrés en bord de lac. Parce qu'on a le lac Norman, qui est un lac artificiel. Donc, je sais pas, vous avez le choix d'acheter une super belle maison au bord de lac ou un appartement en plein centre-ville. Je crois que, le choix est fait. Bon, tout ça pour vous dire que la ville de Charlotte, c'est une ville qui est en plein boom. Alors, c'est un boom un peu virtuel, parce que le problème de l'emploi reste toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a une population qui vient ici, mais le problème c'est que il y a un moment donné où ça sature, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens dans certains secteurs, donc du coup le marché est un peu bouché, et force est de constater que sur le marché de l'investissement, de la finance, etc., il y a eu tellement de monde qui se sont déplacés à Charlotte qu'aujourd'hui, c'est au contraire, les banques elles saturent. Où elles recherchent, mais elles recherchent des compétences. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui migrent, mais qui ne sont pas forcément compétents. Je vous l'avais déjà expliqué le problème. Donc, c'est une ville où le centre-ville, comme beaucoup de centres-villes de villes américaines, a subi dans les années 70 la désertification au profit des grands malls, des grandes agglomérations. Et donc, le centre-ville, c'est essentiellement des restaurants,
des galeries d'art. Alors il y a un petit centre commercial dans un petit complexe, mais alors les prix sont exorbitants. Et puis évidemment, il y a un peu de touristes. Parce que oui, architecturalement, il y a quand même... Voilà, ça peut être intéressant. Mais bon, je vous le dis, c'est une ville où vous avez à peu près... vous avez fait le tour, quoi. Rapidement. Et puis par contre, comme un certain nombre de grandes villes américaines, du fait qu'il y a des restaurants, des bars, etc., il y a une vie nocturne. Bon, quand je dis vie nocturne, attention, c'est pas jusqu'à des 2h du matin. Hein. En général, c'est jusqu'à 10h, 10h30, 11h grand maximum. Hein. À cette heure-là, tout le monde rentre chez soi. Hein. Oui, les Américains ne sont pas des fêtards, comme en Europe ou comme en France. Ici, vous ne trouverez jamais un bar ouvert jusqu'à 2h du matin. Hein. Ou alors c'est des vieux boui-boui, vous savez, comme vous voyez dans les films, où quand vous rentrez, la porte grince et tout le monde vous regarde. C'est qui celui-là? Avec évidemment une certaine faune. C'est-à-dire une faune d'individus, des sans-abri, des désaxés, des drogués, des alcooliques, qui trimballent ou qui traînent ou qui dorment sur le trottoir en plein jour. La seule fois où la police intervient pour les dégager ou les déplacer, c'est quand il y a des événementiels. Genre par exemple la Gay Pride ou des festivals, le Festival des Oranges, le festival, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme festival. Mais bon, en général, les festivals aux États-Unis, moi je les ai fait quelques-uns, mais oui, il y a le festival écossais qui est sympa. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a une communauté écossaise ici en Caroline du Nord qui est pas négligeable. Même si la Caroline du Nord, la communauté la plus importante de Caroline du Nord, c'est une communauté germanique. Ce sont des Allemands. Mais enfin bon, quand je dis allemand, c'est très très loin. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a des bars où ils font aussi l'Oktober Festival. On croirait que c'est le festival de la bière quand même unique. Mais bon, non, c'est comme pareil, hein, les bières. Alors vous avez des bières alcoolisées, mais le problème c'est que évidemment, vaut mieux pas se faire choper par les flics avec un taux d'alcoolémie trop élevé, sinon vous êtes mort. Donc c'est une ville qui a un dynamisme, mais assez mesuré à la hauteur d'un divertissement qui aussi attire, je vous dis, en dehors des événementiels où là la police fait un petit peu le ménage. Il n'est pas rare que quand vous allez dans le centre-ville, que ce soit en semaine et le week-end. Alors le week-end, le samedi encore, mais le dimanche, c'est mort. Le dimanche, il y a quelques bars, restaurants qui sont ouverts, mais il n'y a personne. C'est désert. Et il n'est pas rare, dans cette faune, comme dans beaucoup de villes américaines, d'avoir des individus qui sont pas bien dans leur tête, qui ont un potentiel dangereux. L'air menaçant, qui gueule, avec un regard agressif. Et ça, malheureusement, c'est le genre d'individu qui peut parfois traîner un peu partout, j'ai envie de dire, aux États-Unis, surtout dans certains quartiers qu'on appelle les quartiers chauds. Alors les quartiers chauds, il y a des endroits, oui, qu'on connaît, mais ça peut être des quartiers qui est à 2 minutes du centre-ville. À Charlotte, par exemple, on a un quartier à l'ouest du centre-ville. À pied, à 5 minutes, pof, vous tombez dans un endroit où, quand vous voyez la gueule des baraques, vous dites, ouais, on va faire demi-tour. Hein. Mais à New York, c'est pareil. Hein. Si à New York, vous allez à New York, vous allez sur Times Square, hein, vous savez, le truc avec tous les trucs, panneaux lumineux, etc. Si vous avez le malheur à un moment donné d'aller soit sur la 5e ou Broadway
et vous tournez une petite rue, tout d'un coup la rue, waouh, ah ouais d'accord, bon, on va faire demi-tour. Hein. Hein, c'est le jour et la nuit, c'est à l'image du pays, le contraste absolu. Donc ça, pareil, à Charlotte, c'est pareil. Il y a des endroits où, quand vous baladez à pied, faites attention, observez, regardez où vous allez, parce que... Et donc, il n'est pas rare aux États-Unis de tomber, en effet, alors surtout dans les grands centres urbains, les centres urbains qui ne pardonnent pas à l'échec social. Oui, malheureusement. Où on a des individus dangereux. D'où la raison pour laquelle, il y a des cambriolages, il y a des agressions, et la raison pour laquelle que la violence, qui est parfois celle vraiment intrinsèque à ce genre d'individu, a imposé à un moment donné, quasiment partout, la politique au niveau des polices, c'est tu tires d'abord, tu poses des questions après. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est l'Amérique, j'ai envie de dire. Et donc, vous avez malheureusement cet homme qui a poignardé cette jeune femme. Alors, au moment où je vous parle aujourd'hui, ça fait le tour du pays, évidemment, parce que c'est quand même doublement dramatique dans le sens où c'est quand même un Afro-Américain qui tue une blanche. Ça, évidemment, ça a un petit peu fâcheuse tendance aujourd'hui à être un petit peu exposé pour aller à l'encontre du discours qu'on a entendu pendant les BLM, qu'il n'y avait que les Blancs qui tuaient les Noirs. Alors, ce qui est faux, puisque c'est les Noirs qui s'entretuent le plus entre eux. Puis surtout parce qu'elle est ukrainienne et qu'elle était venue aux États-Unis pour se réfugier, pour s'éloigner de la guerre. Vous imaginez quand même la famille, se dire que la gamine, elle est venue aux États-Unis pour y trouver la paix, pour s'éloigner de la guerre en Ukraine, et finalement, elle trouve la mort sous les coups de couteau d'un Afro-Américain dont on sait pourquoi. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais il y a des fois, on ne peut pas savoir. Parce que, voilà, c'est des individus qui, normalement, j'ai envie de dire, presque malheureusement en France, la structure même est complètement débordée. Et donc, vous avez des individus qui ne devraient pas être dans l'espace public. C'est des gens très clairement qui, psychologiquement, sont pas finis, ont été bercés trop près du mur, ou ont eu un choc dans leur vie qui fait qu'aujourd'hui, ils sont à la fois dangereux, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les autres. Alors malheureusement, aux États-Unis, même si l'individu a déjà été arrêté, parce que le mec en question, j'ai vu un post une fois où ils ont montré tous les mugshots. Les mugshots, vous savez, c'est les photos d'identité quand vous faites arrêter pour le procès verbal. Les photos de profil et de face. Il y en a, mais il y en a un paquet. C'est-à-dire que le mec, il s'est déjà fait arrêter un nombre incalculable de fois. Bon, sauf que là, malheureusement, vous voyez, il n'y a pas qu'en France où, malheureusement, des fois, on laisse traîner des individus qui ne devraient pas traîner dans la rue parce que peut-être que la mesure de précaution devrait jouer pour éviter que certains individus, clairement psychologiquement instables, ne devraient pas être libres dans l'espace public. Et encore une fois, vu le nombre de fois où le mec il s'est fait arrêter, vu le nombre de fois où il est passé en procès, la question, évidemment, aux États-Unis, elle se pose, c'est quel juge ? Qui a jugé ? C'est là la question. Je laisse passer, vous voyez, c'est des petits jeunes qui vont faire du foot. C'est génial. Oui, ça, aux États-Unis, il faut faire très attention. Quand vous avez des piétons comme ça, il faut vous arrêter. Il ne faut pas forcer en disant « Oh, fais chier ». Non, non. Surtout pas. Et donc, je disais, comme en France, malheureusement, vous avez des juges politisés qui
temps en temps, oui, vous rendez-vous compte, le monsieur, il n'a pas eu la vie facile, il a été abandonné par sa mère, il s'est fait battre par son père, etc. Voilà, on est dans le scénario larmoyant. Donc il y a des fois des juges qui laissent faire en fait. Bon, sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, le juge, un juge, 2 juges, 3 juges, ça fait beaucoup là, non? Et évidemment, la question qui aujourd'hui se pose aux États-Unis, pourquoi le mec n'était pas en tôle? Si psychologiquement le mec était instable et dangereux, pourquoi il était dans la nature? Et ce genre d'affaires, il y en a un certain nombre aux États-Unis. Et ça joue évidemment en faveur de Donald Trump, qui veut, lui, la sévérité. Et encore une fois, les démocrates, parce que finalement c'est toujours dans des villes tenues par des démocrates, où il y a ce genre de crime qui est perpétré, en moyenne, alors évidemment, j'ai des gens qui me disent, oui, celui-là, il va finir où condamné à mort. Alors oui, la Caroline du Nord pratique la condamnation à la peine capitale. Peine capitale qui, je crois que c'est peine capitale par solution létale, c'est-à-dire solution chimique. Ils ont pratiqué le gaz, je crois, jusque dans les années 70, même 80, mais ils ont arrêté. Sauf que, attention, accrochez-vous, parce que là, ça va vous donner un exemple je dirais, de la complexité de ce qui concerne la peine de mort aux États-Unis. La Caroline du Nord, c'est un État qui est réputé pour être modéré, c'est-à-dire plutôt conservateur par une présence assez importante d'Américains, Afro-Américains et Blancs, religieux, mais vous avez une proportion, surtout urbaine, d'Américains plutôt progressistes. On a d'ailleurs une ville, quand vous y allez, ça respire le progressisme, ça transpire le progressisme, c'est Asheville, qui se trouve dans les Appalaches. Charlotte est une ville où, en effet, c'est une ville progressiste. Le problème, c'est que, évidemment, quand un crime est commis, le crime, il est traité par la police. Si le crime n'est pas repris à l'échelle des autorités fédérales, donc par le FBI, ce sont les autorités locales qui ont la responsabilité du traitement de l'affaire, à partir du moment, évidemment, si elles en ont les compétences. Parce que vous avez des comtés qui, malheureusement, parfois, n'ont pas forcément toutes les compétences, donc on transfère l'affaire dans un comté plus important. Et là, c'est le comté de Mecklenburg, où se trouve donc la ville de Charlotte, donc le comté de Mecklenburg, ils ont les moyens de traiter l'affaire. Or, le comté de Mecklenburg, c'est un comté progressiste. Et le problème, en Caroline du Nord, comme je vous ai dit, c'est un État modéré. Il y a aujourd'hui, dans les prisons où se pratique la peine capitale, des gens qui attendent dans ce qu'on appelle les couloirs de la mort. Alors on estime qu'il y en a entre 120 et 130 en Caroline du Nord qui attendent l'exécution de leur peine capitale, dont 2 femmes. Et sur l'ensemble des condamnés à la peine capitale, 60% sont des Afro-Américains. Mais là, vous allez me dire, pourquoi il y a autant de monde qui attend, pourquoi les peines ne sont pas exécutées? Eh bien, tout simplement, en 2006, les démocrates ont lancé un moratoire. Un moratoire suite à, en effet, des condamnations à la peine capitale d'individus, des individus qui, avec la modernisation, les nouvelles technologies, surtout sur les recherches ADN, ont demandé une révision de leur procès. Souvenez-vous, sur l'affaire Brigitte et Emmanuel Macron,
sur le test ADN, je vous avais expliqué que les deux seules occasions dans lesquelles on peut exiger un test ADN, c'est pour les questions de paternité et lorsque des condamnés veulent ou pensent que par le test ADN, ça peut éventuellement prouver qu'ils sont innocents. Et donc vous avez parfois certaines personnes condamnées il y a très longtemps, quand ils sont condamnés à 50, 60, à l'époque où ils étaient condamnés, il n'y avait pas les tests ADN. Et donc ces gens-là, parfois, réussissent à faire une révision de leur procès avec l'usage d'ADN, et il se trouve qu'il y a des preuves qui sont archivées, les preuves sont ressorties, sont analysées, et ces preuves qui avaient servi à condamner la personne s'avère qu'il n'y a absolument aucune trace d'ADN, donc ce n'est pas cette personne-là qui a utilisé ces outils. Même si le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus que les affaires datent d'il y a plusieurs dizaines d'années, parce qu'évidemment, il y a un moment donné où même les preuves, tout du moins surtout les, comment on appelle ça, les outils du crime, même s'il y a des traces ADN, au bout d'un moment, ça finit par s'altérer et finalement, vous trouvez plus rien. Mais, donc, concernant ces affaires, il y a eu 2 affaires dans les années 2000 où, en effet, les 2 personnes ont été innocentées puisqu'on n'a trouvé aucun ADN. Donc, c'était des affaires qui avaient moins de 10 ans. Et donc, les démocrates ont dit, oui, regardez, la preuve, c'est que vous avez des gens, vous avez condamnés à mort, alors qu'en réalité, ils sont innocents. Donc, hop, moratoire. Un moratoire qui date depuis 2006. On est en 2025. Donc, c'est un moratoire qui traîne depuis 20 ans. Ah ben, c'est le problème de l'administration. C'est que tant que quelqu'un ne ferme pas ou ne clôture pas l'enquête ou le moratoire est toujours actif. Et du coup, ça suspend toutes les exécutions de peine capitale. Donc notre bonhomme qui a tué l'Ukrainienne, même s'il est condamné à la peine capitale, pensez bien qu'il a tout intérêt à se faire condamner en Caroline du Nord, ou tout du moins dans le comté de Mecklenburg. Parce qu'au pire, qu'est-ce qu'il mériterait ? Il mériterait en effet la peine capitale, mais qui ne sera jamais exécuté. Au pire, s'il a un bon avocat, on peut faire jouer le déséquilibre mental et le mec il sera enfermé dans une prison spécialisée. Alors, la question évidemment, vous allez me dire, mais est-ce que c'est une preuve d'insécurité ? Alors le Lynx, c'est le tramway dans lequel le drame s'est déroulé. Le Lynx, c'est un tramway qui a été construit il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, qui est une ligne unique qui fait nord-sud. Et cette ligne a été construite de telle manière à pouvoir ramener évidemment beaucoup de gens qui travaillent sur Charlotte, mais le problème, c'est que ça a aussi permis une spéculation immobilière sur tout le trajet. Plus particulièrement au sud. Au sud, la ligne, elle suit un boulevard qui s'appelle justement South Boulevard. Moi, quand j'y allais, c'était un boulevard, donc c'est au sud de Charlotte. C'était un boulevard où il y avait des tas d'entrepôts, des machins qui dataient, qui étaient vieillots, des trucs qui étaient fermés, des trucs qui étaient en ruine, limite des friches industrielles, etc. Donc c'était vraiment la misère, quoi. Bon, sauf qu'en 10 ans, ils ont tout rasé, ils ont construit des immeubles d'habitation, même jusqu'à construire des immeubles juste au bord de la ligne de tramway. C'est-à-dire que les gens qui vivent là, alors je ne sais pas s'ils vivent en location ou s'ils sont propriétaires, mais sous leurs fenêtres, il y a le tramway toutes les 5 minutes. Alors même avec des fenêtres isolées, d'isolation phonique, non.
Et c'est un métro donc avec un pilote, c'est pas un métro automatique, même si à l'avenir de toute façon ça risque de devenir automatique. Mais c'est vrai que, évidemment, le matin et le soir, c'est bondé, puisque ça permet aux gens de venir travailler sur Charlotte et de repartir chez eux. Il y en a même qui l'empruntent, qui viennent parquer leur voiture dans des grands parkings, alors heureusement gratuits, sinon... et qui prennent le Lynx pour aller dans le centre-ville de Charlotte. Mais il y a des heures creuses, surtout le week-end. Le samedi et le dimanche, s'il n'y a rien de particulier à Charlotte, ne serait-ce qu'un match de baseball ou un match de football américain ou un événementiel dans le stade Bank of America, puisque les deux sont littéralement collés donc au centre-ville, c'est un peu désert, quoi. Et oui, en effet, il n'est pas rare, quand tu montes dans ce truc-là, j'ai envie de dire, comme dans le métro parisien, il y a des fois, tu as des gens qui montent, ils n'ont pas l'air clairs. Mais en fréquence, j'ai envie de dire, il y a plus de chances d'avoir des gens bizarres monter dans le métro parisien que dans le Lynx qu'on a chez nous en Charlotte. Bon là, manque de bol, c'est un drame, double drame, dont les médias évidemment se saisissent. Parce qu'encore une fois, oui, il y a une instrumentalisation politique, comme en France. Même si certains ont fâcheuse tendance en France de dire « Ah oui, mais non, il ne faut pas récupérer politiquement, machin. » Ben ouais, mais le problème, c'est que là, parce que ça sert le discours idéologique de la droite ou de l'extrême droite, mais dès que ça sert votre discours, si c'est un blanc qui tue un noir, là, évidemment, vous allez sauter dessus. Là, vous allez faire de la récupération politique. Dès qu'il y a un lien avec des mouvances d'extrême droite, là, vous faites de la récupération politique. Par contre, quand c'est un rebeu français ou un noiro français qui tue une femme ou une vieille de 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, là, surtout, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Comme ça, vous voyez un petit peu l'ambiance. Les médias, évidemment, instrumentalisent la chose et en font des tonnes. C'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis, pardon, pluriel. Donc c'est pour ça, je vous ai toujours dit, attention aux États-Unis, faites très attention parce que c'est une culture où ils en font toujours des tonnes pour pas grand-chose. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu de contexte par rapport à cette affaire et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bougez mieux.